Cadien, on peut commencer à le deviner, c'est un diminutif d'acadien. Pourquoi j'ai utilisé cette forme abrégée, c'est que les voyageurs d'origine acadienne eux-mêmes, quand ils allaient chez le notaire signer un contrat d'embauche, ils tenaient à ajouter assez souvent le surnom cadien à leur nom. Alors, par exemple, on avait Michel Robert dit cadien ou Charles Doucet dit cadien. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que quand ils étaient rendus dans le nord-ouest et que le chef de poste de traite écrivait leur nom pour une transaction, là, c'était plus Charles Doucet dit cadien, c'était Charles Cadien. Et vous verrez un peu plus tard que c'est même devenu une vraie bannière. Quant à voyageur, l'autre partie du titre, un voyageur, c'est un employé salarié d'une compagnie de traite des fourrures. On confond souvent voyageur avec coureur de bois. Il y a des parentés entre les deux, mais le coureur de bois, en général, c'est un individu qui est à son compte dans la traite des fourrures et qui est assez souvent illégal. L'archétype de ça, c'est Pierre-Esprit Radisson, qui a fondé la compagnie de la baie du Son parce que les Français ont dit qu'il était illégal et ça avait été un explorateur. Alors ça, c'est plus 17e siècle, les coureurs de bois, alors que les voyageurs, c'est vraiment le 18e et 19e siècle. Là, je vais parler rapidement des catégories de voyageurs. Il y a les allants et venants qui faisaient la Chine au Grand Lac, aller-retour en 3-4 mois. C'est déjà plus que ce que je pourrais faire. Et la catégorie la plus importante, c'est les hommes du Nord, qui appelaient la première catégorie des mangeurs de l'or. Alors, les hommes du Nord, ceux qui ont pu voir la carte qu'il y a ici, ils allaient des Grands Lacs jusqu'à l'Arctique ou des Grands Lacs jusqu'au Pacifique. C'est un monde d'hommes. Donc, dans mon livre, je parle des femmes à l'occasion, mais pas tellement comme voyageurs, mais plutôt comme mère ou épouse de voyageurs. Alors, dernière chose, quand on juxtapose dans le titre « Cadien et voyageurs », c'est une association qui paraît un peu inusitée. Qu'est-ce que ça a à faire ensemble? Hein? Je pense qu'il y en a qui se demandent ça. Eh bien, c'est toute la singularité de cette association-là que je fais découvrir dans le livre. Merci. Lorsque je vous ai connu il y a plus de 10 ans, vous vous intéressiez aux marchands lanedois. D'ailleurs, ça m'intriguait énormément parce qu'il y a beaucoup de matière sur le sujet, puis il nous en reste beaucoup à découvrir. Entre autres, il y avait des marchands hyper importants à l'Assomption. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser plutôt aux voyageurs acadiens? Bon, en fait, ça a commencé avec une lecture où je faisais une recherche sur le marchand Laurent Leroux. J'ai eu l'occasion tantôt de dire à Claude Saint-Jean, historien de l'Assomption, qui était un peu responsable de tout ce qui est arrivé avec ce livre. Alors, Laurent Leroux, avant d'être marchand à l'Assomption, a été 20 ans à faire le commerce de la traite des fourrures dans le Nord-Ouest, et il est mentionné dans le récit de voyage d'Alexander Mackenzie. Il y a eu 2 expéditions. Alexander Mackenzie, on va en reparler tantôt. Et puis là, je m'aperçois que Mackenzie ne nomme pas ses voyageurs de la première expédition, mais il les nomme pour la deuxième. Et quand il nomme les voyageurs de la deuxième expédition, il nomme Joseph Landry et Charles Doucet. Pour moi, ça sonne acadien, mais Mackenzie, lui, il les met dans les Canadiens. Ça m'a intrigué, je dirais presque insulté. Et là, j'ai laissé, tout en faisant des recherches sur les marchands par à côté, je me suis dit, je me donne une dizaine d'années, je vais faire une enquête. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai trouvé la preuve que Landry et Doucet étaient acadiens, mais j'ai lu peu après un livre de contes où on s'est aperçu qu'ils étaient là avant Mackenzie. Puis l'auteur de ce livre, qui s'appelle Le livre de la rivière anglaise, il dit que nos 2 voyageurs, Landry et Doucet, leur famille était à Sorel en 1762. Or, il y avait plein de soldats anglais en 1762. Ceux qui connaissent l'histoire des Acadiens vont tout de suite se dire que ça ne se pouvait pas. Fait que là, ça a lancé l'enquête pour de bon là, sur une grande énigme. Merci. On comprend que c'est des voyageurs mieux que des coureurs des bois, donc qui sont engagés, etc. Mais ils ont travaillé avec Mackenzie. En quoi ces voyageurs-là, à part Doucet et
à part entre autres Doucet, en quoi ces voyageurs-là ont-ils un parcours singulier? Oui, singulier, ça veut dire différent, remarquable. Il y a plusieurs interprétations de singulier, mais on peut dire aussi inusité, hors de la norme, donc différent des Canadiens. En quoi il était différent des Canadiens? Ceux qu'on sait qui ont été voyageurs par les archives ne sont pas nombreux, c'est moins de 300. Et on peut facilement calculer qu'il y a eu 20 000 Canadiens à travers les époques. Donc, c'est un peu plus de 1%. Mais, quand on regarde comme il faut les contrats, il y a un voyageur canadien sur 2 qui, dans sa carrière, a atteint les postes supérieurs du métier. Ça veut dire devant de canot, gouvernail de canot, hein, les bouts de canot, là, c'est eux autres qui menaient l'affaire, ou des guides de brigade de canot, des interprètes. 1 sur 2. Et chez les Canadiens, c'est beaucoup moins que ça. On dit que c'est entre 1 sur 3 ou 1 sur 6. La raison, j'ai eu beau en parler au professeur Thomas Villet, dont je parle en préface, on peut juste la supposer, c'est que d'une part, les salaires étaient plus élevés et les fils de familles déportées avaient besoin d'argent. L'autre chose, c'est peut-être une façon de se démarquer. Nous autres, on est meilleurs que vous autres. Hein, on n'est pas des misérables. Alors, c'est déjà assez particulier. Et le professeur Thomas Villet de l'Université de Montréal, lui, dit on peut constater que c'était des voyageurs assidus, habiles et expérimentés. Donc, si vous en trouvez des voyageurs canadiens dans votre généalogie, j'en ai trouvé du côté de ma femme, pas de mon côté, c'est des gens qu'il faut respecter. Et je vais juste, il y a plus que ça avant la prochaine question, je m'excuse. C'est que de ces 1 sur 2 qui étaient plus qualifiés, on parle de 300, puis dans les 150 sont plus qualifiés, il y en a une dizaine qui, eux, ont vécu vraiment des expériences particulières qu'on ne trouve pas beaucoup chez les Canadiens. Et ça s'est passé, ça, dans le nord des provinces des Prairies et dans le territoire du Nord-Ouest. Donc, on voit dans le livre que c'est une période de l'histoire, c'est une catégorie de héros. Il y en a une dizaine comme ça, et c'est des histoires qui sont racontées dans le livre. Merci. Là, on en parle depuis tantôt, on parle des Grands Lacs, Sorel, Yamachiche, ces coins-là, mais je n'ai pas entendu parler ben de l'Assomption, à part avec Leroux. Est-ce qu'il y en a qui venaient de la région, au moins du coin, là? Oui, évidemment, on est en Nouvelle-Acadie et je me suis posé la question et en faisant le tour, on en rencontrait plusieurs dizaines. Donc, parlons du Grand L'Assomption, c'est-à-dire qu'on a l'Assomption comme telle. On sait par exemple que Pierre Forêt, qui est acadien, s'est engagé là, dès 1763, je pense, pour la traite des fourrures et il était à ce moment-là à l'Assomption. Et donc, en Nouvelle-Acadie, le Grand Saint-Jacques, avant que les paroisses filles se détachent, on trouve des Martin, des Dugas, des Leblanc. Et donc, on parle de plusieurs dizaines de familles de ce Grand L'Assomption, là, auquel on pourrait ajouter aussi Saint-Roch. Donc, des Richard de la famille de Mme Évangeline Richard. Il y a ensuite le groupe du lac Saint-Pierre, les deux côtés. Du côté nord, ceux qui connaissent le magasin Lebrun, là, à Masquinongé, ben, les Doucettes étaient à côté, les Lebrun, les Landry, et sur la rive sud, des Hébert, des Cormier. Et le dernier groupe, c'est un peu plus disparate, Montréal et le sud-ouest du Québec. Et il y a l'Acadie, la paroisse actuelle de l'Acadie, où des Lanoux, fameux, étaient domiciliés et ont fait une belle carrière aussi dans le Nord. Parfait. Lorsque j'étais à l'école, on me parlait de coureurs des bois, voyageurs, c'était pas connu, c'était très cliché. Encore il n'y a pas si longtemps, me semble, on voyait la traite et autres. On comprend maintenant que le voyageur était engagé, qui allait faire des contrats, mais veut pas, il devait en avoir qui s'installaient là-bas. Est-ce qu'il y en a qui se sont démarqués d'une manière particulière, que vous pourriez nous raconter leur histoire? Question qu'on voit, c'est quoi leur vécu, ces personnes-là, là? Oui, il y en a au moins une dizaine, et le cœur du livre raconte ces histoires-là. On va prendre quelques minutes pour en parler d'un peu plus concrètement.
Il y a, par exemple, Joseph Landry, l'exilé. Lui, il est né aux États-Unis, au Massachusetts, et sa famille est revenue à Yamachiche. Il s'est installé à Yamachiche en 1767, il avait 9 ans. À 21 ans, depuis Yamachiche, il s'est embauché et on lui a donné tout de suite le statut de gouvernail de canot. Bon, il y en a qui m'ont dit est possible qu'il y ait des contrats qui n'aient pas été trouvés, mais c'est la même chose chez les Canadiens. Et moi, j'ai remarqué que cette dizaine de voyageurs-là dont je parle, ils deviennent gouvernail très, très vite. Donc, ils ont des talents. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ce Joseph Landry, l'exilé, on l'envoie gouvernail sur la frontière de ce moment-là. Vers 1779, la Compagnie Nord-Ouest est créée cette année-là. Ils sont en train de se battre avec les compagnies rivales. Et puis, il y a un des patrons de Joseph Landry, l'exilé, qui est assassiné. Alors, ça, il se démarque pour le courage d'être allé exercer ce métier-là à un moment particulier. Évidemment, ceux qui se démarquent le plus, ce sont les Canadiens de Mackenzie. Je les ai nommés, Joseph Landry et Charles Doucette. Ils ont fait les 2 expéditions. Aucun autre voyageur de Mackenzie a fait ça. Et ils étaient dans la région avant 1789. Mackenzie a besoin de voyageurs d'élite et c'en était. Et là, je veux m'arrêter un peu à ces 2-là. Vous savez, les expéditions d'Alexander Mackenzie, c'était de la nature de sport extrême ou de mission de commando. Vous avez probablement vu Destination Nord-Ouest. Moi, je n'ai pas vu de voyage de Destination Nord-Ouest allant de l'Athabasca à l'Arctique, qui était le premier voyage de Mackenzie. Je vais quand même en dire quelques mots. C'est que ils sont partis alors qu'il y avait encore de la glace sur les rivières et sur le grand lac des Esclaves. Un canot qu'ils ont mis à voile avec Joseph Landry comme gouvernail, alors qu'il y a des glaces. Il n'y a pas de quilles. Et ils se sont rendus jusqu'à l'Arctique. À un moment donné, Mackenzie a dit c'est pas le bon océan. Mais il a dit quand ils sont revenus, les vêtements étaient pourris et il faisait froid. Mais là, c'est pas là. La vraie expédition, c'est la deuxième, celle de 1793. Et là, si vous avez vu Destination Nord-Ouest, je vais vous dire tout de suite que c'était de la petite bière, ça. Parce que, d'une part, les canoteurs modernes, eux autres, ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Puis ils savaient qu'ils pouvaient être secourus s'il y avait un problème. Ensuite, les barrages les plus ardus, ils sont à l'époque moderne, pas les barrages, mais les rapides, sont sous des barrages. Donc, ils n'ont pas fait. Puis ensuite, l'expédition de 93, ils ont failli se faire tuer par les Amérindiens, ce qui n'était pas le cas. Je vais juste vous lire, on est dans notre temps, Alexandre, un passage du livre, on est le 13 juin 1793. Le courant se montre particulièrement traître. Soudain, le canot frappe un obstacle. Avant qu'on réalise ce qui se passe, l'embarcation se retrouve en travers du courant, impossible à maîtriser. Elle risque de se briser sur un autre obstacle et les hommes doivent sauter à l'eau, l'Écossais le premier. C'est moi qui écris, je n'ai pas mis exactement le texte de Mackenzie parce que ça aurait été plus long. Mais je suis fidèle à ce qu'il a dit. Or, la rivière est profonde, si dangereuse qu'il faut rembarquer. Un des hommes n'y arrive pas et va devoir se débrouiller seul pour atteindre la rive. L'instant d'après, la poupe, ou l'arrière du canot, se brise contre un rocher et le gouvernail Landry, l'Acadien, ne peut garder sa place. Le canot est poussé violemment vers la rive opposée, son barreur ayant perdu le contrôle. Et maintenant, c'est au tour du devant d'être en danger. Regardez bien ça, là. Il a le réflexe d'attraper une branche. Mal lui en prend, car la contre-poussée le catapulte dans le paysage. Pas le temps de se retourner pour voir s'il a péri, car on plonge aussitôt dans le rapide et le canot se disloque. C'était pas Jojo, mais c'était vraiment des mercenaires. C'était des personnes qui allaient à la guerre contre la nature. Vous parlez de Charles Doucet. Dernièrement, j'ai vu qu'il y a la maison de Doucet à Masquinongé qui est protégée, qui est citée là, comme monument historique. Est-ce que ça a un lien avec ce Charles Doucet-là? J'aimerais bien dire qu'il y a un lien prouvé.
Moi, je pense qu'il y en a un, mais ce n'est pas encore prouvé. Par contre, ce qui a un rapport entre la maison Doucette et les voyageurs, et qui n'est pas assez mis en lumière, c'est que c'est là qu'ont habité 3 fils de celui qui l'a construit. Charles Doucette l'a construit avec son épouse Marguerite Landry, et c'était des réfugiés de la déportation. Là, ils ont réussi à s'échapper. Alors, donc, 3 fils voyageurs, dont Michel, qui, lui, s'est démarqué en travaillant pour Alexander Mackenzie, à l'époque où Mackenzie a boudé la Compagnie du Nord-Ouest. Et on a trouvé son salaire, 7000 livres, qui est énorme. Et j'ai découvert, après l'apparition du livre, une information additionnelle, c'est qu'ils lui ont même permis d'être marchand. Alors, comme Michel Doucette, de retour à Masquinongé, est devenu capitaine de milice, tout ça n'est pas assez connu. Et donc, vous l'avez en primeur. Et on va essayer de le faire valoir un peu plus dans la région. Et pour les parcours particuliers des voyageurs de la Nouvelle-Acadie, est-ce que vous avez quelqu'un à nous citer, une expérience particulière? Oui, j'ai quelque chose de particulier, mais pas du même ordre que les précédentes. D'abord, aux familles que j'avais nommées tantôt, le Forêt, Martin Dugas, Leblanc, on peut ajouter qu'il y a eu les Thibodeau, les Garot et les Miro, et quelques autres. Maintenant, ces voyageurs-là de Nouvelle-Acadie, Grande-Assomption, ont moins travaillé dans le Grand Nord comme Landry Doucette, quelles que soient les raisons. Mais ils avaient quand même une très forte proportion d'entre eux qui étaient gouvernails de canaux, dont les Martins, les ancêtres de la famille de la librairie, là, ça c'était tout gouvernail. Donc des gens très qualifiés. Mais il y a un Miro qui, lui, est devenu célèbre bien malgré lui. Il a porté sa ceinture fléchée pendant tout un hiver sous l'eau. Donc vous devinez qu'il s'est noyé. Alors, son corps a été trouvé dans le bout de Varennes, et il venait de signer son contrat à Montréal, donc on pense qu'il s'est noyé en amont de Varennes. Et quand le corps a été trouvé au printemps, bien, il a fallu faire une espèce de rapport de coroner, l'instituteur de la place. Et ça nous a fourni tout l'habillement d'hiver d'un voyageur en 1797. Et comme il y avait encore sa ceinture fléchée, ça a permis de constater que dès 1797, là, c'était les débuts de la ceinture fléchée, et probablement qu'elle était tissée à l'Assomption. Donc ça, c'était Isaac Miro. Merci. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a un magnifique dessin qui a été fait par Francis Black sur le sujet à partir des descriptions. Ça avait paru dans Capot Diamant, si je ne me trompe pas. Donc, par la suite, là, on a parlé de Masquinongé, la Nouvelle-Acadie. Il reste peut-être la région de la Prairie, l'Acadie aussi à couvrir. Il y avait les Lanous, je crois, qui étaient dans ce coin-là. Oui, les Lanous, ça, c'est une histoire de chercheurs assez particulière. On appelle ça de l'acharnement. Alors, à un moment donné, autour de l'année 1800, ou en tout cas au début des années 1800, j'étais en train de lire, on appelle ça des journaux de poste. C'est-à-dire que les commis des postes de traite étaient obligés de faire un rapport à tous les jours. Ils écrivaient ça dans un livre pour leur patron. Il y en a plusieurs qui ont été perdus, mais ceux de la région du Grand Lac des Esclaves ont été conservés. Donc, moi, je lis ça dans le texte et je m'aperçois qu'à tout bout de champ, il y a Cadien. Bon, c'est pas le patronyme. Alors, il y a Cadien blanc, Cadien gros nez, le petit Cadien. Il y en avait comme ça une dizaine. Alors, je me dis, j'écris un livre sur les Cadiens, puis que je dis qu'il y a pas 4 Cadiens, mais on ne sait pas qui. Là, il a fallu que je fouille. Et à un moment donné, je fais venir un microfilm d'archives de la Compagnie de la Baie du Son, puis là, j'étais chanceux. C'est écrit Pierre Lanoux dit Cadien le gros nez. Alors, je pense qu'on peut être d'accord que dans cet espace-là, où il n'y avait quand même pas plus que 100 voyageurs, qu'il y a eu 2 voyageurs appelés Cadien gros nez, ça aurait été très douteux. En tout cas, il y avait au moins Pierre Lanoux, qui était Cadien gros nez. Et en plus, il nous donnait son fils, Louis Cadien, qui est un métis, ce qui me permettait de dire qu'il y avait un Louis Lanoux Cadien. Et comme le chef de poste avait écrit à un moment donné le frère de Cadien gros nez,
Ben là, j'ai dit, si je peux trouver un contrat qui me dit qu'à la même place que Pierre Lanoux, Gros-Nez, s'est engagé, c'était à l'Acadie, où il venait de l'Acadie puis il a signé à Montréal, donc c'était François Lanoux. Alors ces trois-là, on a pu non seulement trouver d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais quels étaient leurs parents. Puis là-bas, la façon dont ils se démarquent, parce que c'est ça qui est la question, comment les Lanoux se démarquent, à part d'avoir des gros nez, c'est Pierre Lanoux était un guide-interprète majeur dans la région à l'époque, et son fils Louis Cadien, ça c'est particulièrement intéressant, lui il a vécu très longtemps et il a été l'homme de confiance de la compagnie de Bédisson dans la région, mais jamais ces Cadiens-là ont mentionné qu'il y avait des ancêtres acadiens, ils n'ont jamais pris le nom Lanoux. J'ai envoyé des courriels, comme j'ai pu, aux Cadiens qui sont là. Nous autres, on est descendants des Cadiens, on n'a rien à faire avec les Acadiens. Et moi, je l'ai trouvé. Alors, c'est quand même spécial. C'est vraiment intéressant. Donc, à la lecture de votre livre, je peux vraiment affirmer que vous refaçonnez l'histoire des Acadiens parce qu'on a un nouveau pan de l'histoire acadienne qu'on ne connaissait pas, qui était très peu connu. Là, maintenant, on a un portrait de voyageurs, donc on voit la suite de la déportation, qu'est-ce qui deviennent ces personnes-là. C'est vraiment un plus-value pour notre histoire. Et j'aimerais peut-être finir avec... j'aimerais que vous nous expliquiez peut-être à qui ça va s'adresser ce livre-là, parce qu'il y a plusieurs types de lecteurs, je pense, qui pourraient trouver intérêt à la lecture de celui-là. Oui, effectivement. Disons qu'en mettant ensemble un thème très large comme celui des voyageurs, la première des choses, les gens qui ne connaissent pas ce monde des voyageurs, qui a quand même été très important dans l'histoire du Canada, que ce soit pour ce que ça a apporté aux familles, pour ceux qui partaient, qui ramenaient des salaires, ou que ce soit pour la découverte du Canada. Beaucoup de villes au Canada ont été d'abord des postes de traite. Alors d'abord, moi-même, j'ai fait beaucoup de découvertes sur ce monde-là. Avant le monde des bûcherons, il y a eu un monde des voyageurs. Et là, vous pouvez découvrir ce monde-là avec en voyant les meilleurs voyageurs, finalement. Pour ceux qui aiment l'histoire acadienne et veulent voir une autre facette, c'est vraiment différent parce que je pense que les Acadiens, on parle en particulier que ceux qui se sont installés dans la vallée du Saint-Laurent, avec les misères qu'il y avait eu, c'était important de développer la terre, puis s'asseoir, de reprendre une certaine solidité. Et là, on a des jeunes qui s'en vont et de plusieurs ne reviennent pas. Alors, je compte la déportation là-dedans, mais on voit une facette du monde acadien qui est nouvelle. Ben, merci beaucoup, M. Ferland. Donc, Claude Ferland, votre livre « Cadiens et voyageurs, un parcours singulier au pays d'en haut »,